Les députés de la 7e législature ont adopté le vendredi dernier la loi de finances rectificative gestion 2020. La présente loi rectificative permet de finaliser les ajustements nécessaires au regard de l'évolution du contexte socio-économique et sécuritaire national. Dans cette loi rectificative, et ce qui nous intéresse ce soir, c'est le coût des élections. Elles coûteront environ 2 fois plus cher que celles de 2015. 100 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Un budget de 7 milliards 348 a été consacré à la CENI contre 240 millions de francs CFA environ pour les mêmes élections en 2015, soit 19 fois le budget des élections couplées de 2015. Cette forte augmentation du budget électoral se justifie-t-elle? Dans quelle mesure peut-on travailler à réduire le coût de ces élections? On en parle dans le forum de l'actualité de ce soir consacré, on le rappelle, à l'économie. Bonsoir et bienvenue. Avec nous sur ce plateau, Youssouf Ouattara qui est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif du CIFWeb, qui est le centre d'information et de formation et d'études sur le budget. Exactement. Voilà. Et puis en face de vous, Herman Douagneau, bonsoir. Bonsoir. Directeur exécutif du CIRAFP, le centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Voilà, merci à vous deux de répondre à notre invitation. Je rappelle que cette émission va se consacrer autour de 2 axes. L'analyse du projet de texte de la loi de finances rectificative 2020 et l'analyse du budget de l'élection. Alors tout de suite, je m'aurais posé la question à Youssouf Ouattara. La crise sanitaire ajoutée au contexte préélectoral et l'insécurité ont sans doute guidé la proposition de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. Comment vous analysez ce projet de texte? Alors, il faut rappeler simplement le calendrier budgétaire classique qui prévoit d'abord une loi de finances initiale qui est adoptée en l'année N-1 et éventuellement une loi de finances rectificative qui vient prendre en compte la réalité en termes de recettes et en termes de dépenses également. Et comme vous l'avez bien dit, c'est ce que nous avons vécu. Le Covid n'était pas prévu, il y a eu un certain nombre de paramètres, que ce soit dans le domaine sécuritaire, le domaine social. Donc la loi de finances vient prendre en compte tous ces paramètres-là en termes de moyens que l'État se donne pour pouvoir exécuter les politiques publiques. Ok. Herman Douagneau, sur la même question. Oui, effectivement, vous l'avez si bien relevé. Donc le contexte lié donc à la crise sanitaire donc de la Covid-19 avec son corollaire donc d'effets pervers sur l'économie, mais aussi sur la santé de la population. Et ensuite, il faut ajouter le contexte justement préélectoral parce que cette année, nous avons donc des élections couplées donc à organiser. Et donc ces contextes-là, doublés donc du contexte sécuritaire difficile que le pays vit depuis donc 2015, voilà, a guidé donc la proposition de ce projet de loi de finances rectificative, justement pour revenir sur non seulement les priorités du gouvernement en début d'année à l'adoption donc du vote du budget initial, mais aussi sur les prévisions et les recettes donc du budget de ce budget-là pour justement être conforme avec l'actualité et le contexte qui est actuellement donc présent que le pays vit. Alors la crise sanitaire, visiblement, on ne l'attendait pas, comme l'a relevé Youssouf Ouattara. Le projet de loi des finances rectificative a été adopté par le gouvernement le 17 juin 2020, 3 mois et demi après justement l'éclatement de cette crise sanitaire. Une réaction plutôt lente du gouvernement ou c'est selon? Exactement, c'est ce que nous avons un peu déploré, parce que vous savez que bon, depuis plutôt le 2 avril 2020, à travers donc son discours à la nation sur justement la pandémie, le chef de l'État avait donc dit en filigrane que la loi de finances initiale allait être rectifiée, justement pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des effets liés donc à la gestion de cette crise sanitaire. Déjà, on se rappelle que c'est en début mars que on a eu donc les premiers cas donc de la pandémie. Et la loi de finances rectificative
a été adopté par le Conseil des ministres rien que le 17 juin. Okay. Et donc, à l'Assemblée nationale, c'est juste à côté, le jeudi dernier, que cette loi de finances a été donc votée. Le 10 juillet, je crois. Voilà, non, sur le 9 le 9 juillet, voilà. Le 9 juillet, que cette loi de finances rectificative a été adoptée par notre Parlement. Et donc, c'est de dire que la réaction du gouvernement était donc, j'allais dire, un peu lente de notre point de vue. Et on aurait beaucoup plus diligenté donc, les choses pour permettre à l'Assemblée nationale également de pouvoir permettre l'autorisation donc, sur les crédits ouverts et annulés par donc, le gouvernement. Elle devrait se faire, vous dites, dès l'apparition de la maladie au Burkina Faso? Ce projet de texte de... Pas forcément dès l'apparition, mais okay. au moins un mois et demi après l'apparition de la pandémie, donc environ le 15 avril, on aurait pu anticiper et puis pouvoir permettre au Parlement de pouvoir donc donner son autorisation parlementaire de sorte à permettre au gouvernement d'aller rapidement sur l'exécution de ces lignes-là. Youssou Ouattara? Non, effectivement, il y a eu une lenteur, mais je pense que ça peut s'expliquer aussi par la nature de la crise même qu'on vivait, parce que c'est un sujet qui n'était pas maîtrisé. Je pense que c'est au bout d'avril, mai que les acteurs ont commencé à plus ou moins la maîtriser. Vous avez remarqué, le président du Faso a fait 2 sorties. Voilà, donc ce qui explique que tous les contours de la crise n'étaient pas maîtrisés. Et on peut dire que c'est une bonne chose aussi d'attendre d'avoir une lecture d'ensemble de tous les enjeux de la crise avant de décider des moyens, parce que effectivement la précipitation aussi ça peut conduire à des mesures courtes et qui peuvent laisser de côté les vrais problèmes liés à la crise. Donc il y a eu effectivement lenteur, mais je pense que si effectivement cette lenteur a permis au gouvernement de voir large en termes de paramètres, ça peut être une bonne chose. Du reste, la crise n'est pas encore finie, donc on n'est pas encore à l'abri du réagissement. On a eu comme l'impression qu'il y a l'exécution de la plupart des dispositions du projet de la loi des finances rectificative avant sa soumission à l'Assemblée nationale. Je voulais même apporter un peu à l'analyse de M. Ouattara. Effectivement, j'allais dire la crise, les éléments liés donc à la COVID-19, qui est un élément, une nouvelle maladie, n'était pas totalement maîtrisé. Mais le fait est que l'ensemble pratiquement des dispositions fiscales et des dispositions même en termes de dépenses ont été décrétées dans la loi des finances rectificative sur la période du 1er avril au 30 juin. Donc ça veut dire que quelque part, déjà, à la soumission même du projet de loi de finances rectificative, environ 90% de ces mesures-là avaient déjà connu un début ou même été entièrement exécutées. Donc c'est ce qui nous a amené à dire, qu'en fait, au niveau du gouvernement, il y a eu une réaction tardive parce qu'ils connaissaient déjà la période sur laquelle ils allaient étendre donc l'ensemble de ces dispositions qu'ils ont eu à prendre au niveau de cette loi de finances rectificative. Alors on va aborder le deuxième axe de cette émission qui est consacré justement à l'analyse du budget électoral. La CENI qui a pied d'œuvre pour les élections de novembre prochain un budget, je le disais tantôt, de 7,348 milliards de francs CFA qui a été consacré contre 249 millions de francs CFA pour les mêmes scrutins en 2015, soit 19 fois le budget couplé de 2015. Est-ce que cette forte augmentation, je vais commencer par vous, se justifie-t-elle? Oui, bon. De notre point de vue, il faut faire peut-être la part des choses. Le montant de 7,348 milliards dans la loi des finances rectificatives que nous avons pu relever, il faut dire qu'il n'y a que 348 millions en fait, qui financent la CENI pour l'année 2020. Les 7 milliards qui sont venus s'ajouter à ce budget électoral-là, en fait, en 2020, provient donc de l'ouverture d'une ligne budgétaire pour assurer le financement complémentaire des élections couplées de 2020. Donc quand on ajoute les deux montants, voilà, ça donne le montant justement de financement donc, des élections couplées de 2020, qui s'élève à 7,348 milliards. Ce qu'on peut dire donc de cette hausse, il y a des fulgurantes du budget,
j'allais dire, consacré à l'élection, parce qu'en 2015, on se rappelle, on a aussi regardé le budget qui a été consacré donc, pour l'année 2015 aux élections couplées, voilà, législatives et présidentielles. On s'est rendu compte que c'était en fait un montant de 240 et quelques millions, donc 241 environ. Donc on peut dire que bon, il y a eu quand même une haute vertigineuse, voilà, des élections. Si on prend en compte seulement le fait qu'on a cette année, voilà, les Burkinabés de l'extérieur seront appelés à voter, qui est l'élément nouveau par rapport au contexte, parce que bon, même en 2015, on était un peu déjà dans un contexte de sécurité. Mais qui n'était pas aussi prononcé que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais on se dit aussi que bon, même si on intègre justement ce contexte sécuritaire assez difficile, est-ce que environ 20 fois le budget de 2015, est-ce que cela s'explique? Ok. Bon. Youssou Ouattara, est-ce que cela s'explique? Est-ce que la situation sécurité ajoutée à celle sanitaire n'explique pas un peu la hausse du budget électoral? Moi, je vais revenir d'abord sur les chiffres. Les 7 milliards 534 millions, je pense, qui sont inscrits. 7 milliards 348. Voilà, qui sont inscrits dans la loi des finances rectificatives. En fait, c'est une nouvelle ouverture, c'est une nouvelle ligne budgétaire et d'appui à la CENI. Parce que le budget initial, c'était 100 milliards. Maintenant, tous les partenaires n'ont pas répondu présent. Déjà, en lisant... Au niveau de la table ronde des bailleurs. Exactement. En lisant l'exposé des motifs, c'est-à-dire l'ensemble des explications, des justifications que le gouvernement développe pour proposer les chiffres au Parlement. Donc, c'est parce que les partenaires n'ont pas répondu présent. Donc, il était de l'obligation de l'État d'apporter ces 7 milliards complémentaires. Mais selon les commentaires également, le budget prévisionnel de 100 milliards devrait connaître une réduction parce que dans l'opérationnalisation du vote des Burkinabés de l'extérieur, au regard du résultat qu'on a, donc, ça va réduire la charge parce que le stock électoral qui était attendu, donc on n'a pas ce stock électoral, donc ça va réduire le coût. Mais il y a un effort supplémentaire du contribuable et de l'État à travers ces 7 milliards qui vont donc augmenter l'effort du contribuable. On va revenir sur l'effort du contribuable, mais j'aimerais qu'on revienne sur justement ces chiffres-là. Alors, les élections, 2010, nous étions à 14 milliards, 2012, 39 milliards, 2015, 55 milliards pour les budgets prévisionnels, et puis 2020, 100 milliards, même si vous dites qu'il y aura une réduction. Oui, et en fait, ce n'est pas forcément le contexte sécuritaire, c'est surtout le vote de Burkinabé de l'extérieur, l'opérationnalisation de cette option qui a considérablement gonflé le budget. Mais il faut aussi ajouter certains paramètres qui sont notamment le manque de confiance entre les acteurs politiques qui amènent une superposition du dispositif de contrôle de la qualité des élections et ce qui augmente le coût des élections, notamment les documents de votation, parce que les acteurs ne se font pas confiance pour le choix de la CNIB ou bien du passeport. Alors, également, il y a, au niveau des bureaux de vote, il faut prendre en charge les représentants de chaque parti politique. Donc, vous avez une superposition des dispositifs dû au manque de confiance entre les acteurs qui fait que le budget gonfle et ça coûte cher aux contribuables. Exactement. Pour revenir un peu, je crois que pour ne pas perdre un peu les citoyens, c'est de revenir un peu sur les différentes entités, parce que vous savez que les élections, ce n'est pas seulement de l'affaire de la CENI. Il y a d'autres ministères qui interviennent. Si vous prenez le ministère de l'Intégration, il y a une part qui est gérée, il y a des actions qui sont gérées à ce niveau. Vous prenez le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, il y a aussi une partie qui est gérée par ces ministères-là. Mais ce que nous disions ici, c'est que bon, les 7,348 milliards, en fait, c'est ce qui est, j'allais dire, alloué uniquement aux élections sous la coupe de la CENI. Voilà, sous la coupe de la CENI. Ça veut dire que ce n'est pas la CENI à elle seule qui gère toutes les élections. Il y a même la sécurité qui est un pan des élections. Parce qu'il faut sécuriser les sites de vote. Et donc, c'est comme M. Ouattara l'a si bien dit, l'augmentation également ou l'ouverture de la ligne de 7 milliards en complément du financement donc, des élections pourrait s'expliquer par non seulement la crise sanitaire que le pays a connue, mais aussi parce que bon,
si on doit amener des gens à voter avec des masques, on doit amener des gens à voter avec du gel hydroalcoolique. Ça va générer encore des coûts supplémentaires. Voilà, exactement. Également, s'il faut mettre des dispositifs pour pouvoir peut-être, j'allais dire, respecter les 1 mètre de distanciation, ça va amener des coûts. Maintenant, il y a aussi le contexte sécuritaire qui est là, avec le contexte des déplacés internes. Et il va falloir les enrôler, il va falloir peut-être les sécuriser au maximum. J'allais dire certains sites voilà, de vote dans certaines localités où quand même la situation sécuritaire est assez inquiétante. Donc cela peut amener en tout cas les coûts à augmenter. C'est ce qui fait que bon, aujourd'hui, le contribuable en tout cas va ressentir le coût donc, de l'organisation de ces élections. L'autre aspect que nous disons, est-ce que le vote des Burkinabés de l'extérieur, il va falloir faire une évaluation, j'allais dire, après ces élections-là, parce que s'il faut débourser des milliards pour aller faire voter 2 ou 3 personnes à l'extérieur, est-ce que le Burkina a vraiment ce débat n'est-il pas épuisé, le vote des Burkinabés de l'étranger? Non, mais c'est au regard, c'est au regard des ressources. Des questions économiques. C'est au regard des ressources, justement au regard des ressources et au regard de l'effort qu'on demande aux contribuables burkinabés. Si il faut aller faire voter 2 Burkinabés de l'extérieur, 2 personnes seulement, bon, et puis on demande aux Burkinabés de l'intérieur de se sacrifier à hauteur de milliards, je crois que bon, là quand même la logique voudrait qu'on réfléchisse encore davantage. Les élections vont coûter cher aux contribuables burkinabés. Youssouf Ouattara, comment comment on peut réduire? Est-ce qu'il y a une possibilité de réduire le coût des élections? Bien sûr, comme je l'ai dit, déjà pour juste revenir un peu sur la question du vote de Burkinabé de l'extérieur, en fait c'est le rapport coût-bénéfice aujourd'hui qui n'est pas intéressant en termes de qualité démocratique, de qualité de participation. Donc c'est sur ces aspects-là que nous devons nous tabler et regarder comment on peut être beaucoup plus efficient en termes d'opérationnalisation du vote. Donc, quand vous observez le budget électoral, je l'ai dit tout de suite, il y a la superposition du dispositif. Donc, il faut alléger le dispositif. Par exemple, au niveau des documents de votation, j'ai une CNB, j'ai un passeport et il me faut encore une carte d'électeur. Donc, ces opérations coûtent cher. Donc, on peut considérablement réduire la charge au niveau du contribuable en nous épargnant de certains dispositifs. Il est revenu aussi que quand on analyse la dépense électorale, les postes les plus consommateurs de crédit, c'est la prise en charge, aussi le matériel électoral dont une bonne partie n'est pas confectionné sur place, il est importé. Donc il y a également des enjeux en termes d'intérêt. Donc ça, ce sont des paramètres également qu'il faut observer. Donc au bout du compte, c'est qu'est-ce qui est bien pour le citoyen et à quel coût on va offrir la démocratie aux citoyens. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Ok. Voilà. Parce qu'on vous dira également que la démocratie est un prix. Voilà. Et justement, pour abonder dans le même sens, je crois que c'est dans ce cadre-là que nos autorités doivent travailler à ce qu'on ait des institutions fortes. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'institution CENI, je crois qu'elle n'est pas assez crédible aux yeux la CENI avait demandé des réformes pour réduire... Elle n'est pas assez crédible. Et l'institution ONI également. Donc vous voyez, par exemple, les documents de votation, on prend moi avec ma CNIB, je n'ai plus à aller encore m'enrôler pour prendre une carte d'électeur pour aller voter. Je pars avec ma CNIB, on utilise, j'allais dire, le fichier de l'état civil, et je vote. Et on n'a pas besoin d'autant de temps pour préparer des votes. Il suffit seulement de lancer la campagne électorale. Est-ce que à ce niveau, c'est la CENI? Est-ce que ce n'est pas les acteurs politiques qui... Oui, mais c'est qu'ils ne font pas confiance, même, c'est-à-dire ils ne font pas confiance à l'ONU. Ils sont représentés à la CENI. Et même à l'ONU. À la CENI et à l'ONU. Parce que bon, les gens se disent que quand même l'ONU appartient au pouvoir en place. Alors que l'ONU n'appartient à tous les Burkinabés. Si on a créé, j'allais dire, une institution pour justement travailler à améliorer donc, la crédibilité des documents d'état civil, c'est parce que bon, la nécessité en fait, s'est imposée à un moment donné. Avant, on avait des CNB qu'on pouvait falsifier à tout moment, mais aujourd'hui, on a des CNB quand même qui sont assez, en tout cas de ma part, assez fiables pour pouvoir permettre le vote. Youssouf Ouattara veut réagir là-dessus? Oui, là-dessus, pour réduire les
Pour les élections également, et puis surtout obtenir un bon ratio coût-efficacité. Et c'est aussi la question de la redevabilité et de la transparence de la dépense électorale. Il est important que les acteurs qui reçoivent l'argent public pour animer la scène politique, pour éduquer l'électeur sur les offres politiques, il faut qu'on s'assure qu'effectivement, ils rendent ce service aux contribuables et que ce service est rendu de la manière la plus efficace possible et qu'en termes de redevabilité, que ce soit les médias, les partis politiques et même les associations qui reçoivent des ressources pour animer l'action politique ou bien pour mobiliser autour des élections. Donc, il nous faut créer également un environnement de transparence et de redevabilité de la part de ces acteurs. Je pense que ça va contribuer. De la société, si vous n'avez pas le sentiment qu'il y a cette option de redevabilité au niveau des acteurs politiques? Non, regardez les faits. Par exemple, au sortir des élections 2015, il y a eu des faits. Il y a eu des faits qui ont engendré des contentieux, on va dire judiciaires, et on observe également sur le terrain. Donc, il est nécessaire effectivement qu'on s'assure que la dépense électorale, elle est exécutée conformément aux normes de la dépense publique. Dans quelle mesure doit-on ou peut-on travailler à réduire le coût des élections? Comme je le disais, d'abord, il faut que, justement, dans la même logique, qu'on arrive quand même à aller dans le sens où, avec la simple CNB, les gens puissent voter, avec les simples passeports, que les gens puissent voter. Parce que c'est des institutions qui sont déjà prises en charge dans les budgets, en tout cas par leur fonctionnement. Et donc, si on arrive quand même à réduire justement et à sauf que sur la question, les acteurs n'ont pas le même langage. Bon, il faudrait que le dialogue politique les amène à avoir le même langage. Rien que pour le contribuable burkinabé. Il doit pouvoir parler le même langage. Et justement, c'est la question aussi de la transparence et de la redevabilité qu'ils doivent. Parce qu'il y a le financement des partis politiques sur le budget public. Et il faut que, quand on finance quand même un candidat pour qu'il puisse battre sa campagne, que les postes éligibles, justement, à ces dépenses publiques-là, puissent être des postes assez, assez pertinents. Et qu'au choix, justement, des élections, ces candidats-là puissent rendre compte de ce qu'il a pu faire de l'argent public. Parce que, c'est ce qu'on constate, c'est que très souvent, quand vous financez même quelqu'un, un candidat, il passe à la télé une fois, deux fois, et il n'est jamais sur le terrain. Mais l'argent disparaît. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le coût de la démocratie. Youssou Ouattara. L'autre aspect, on se rend compte que le consensus du personnel politique, de la classe politique, n'est pas toujours à l'avantage du citoyen. Parce que eux, tant que c'est les arrange, ils s'accordent, ils s'entendent. Mais ce n'est pas toujours à l'avantage des citoyens. Et les événements récents, les faits récents nous le montrent à souhait. Donc la question aujourd'hui, c'est comment mettre d'autres acteurs autour de la table. Parce que lorsque les choix, les options en termes politiques ont une conséquence en termes budgétaires, une charge supplémentaire pour les citoyens, il est important que les citoyens soient là. D'ailleurs, Gandhi disait que tout ce que vous décidez, sans moi, vous le décidez contre moi. Donc ça veut dire, à l'heure du repas, comme le disait une candidate à l'élection présidentielle américaine, lorsque vous n'êtes pas autour de la table, vous faites partie du menu. Donc, à l'heure de la distribution des ressources publiques, de l'allocation des ressources publiques pour le bien public, notamment la sécurité, la démocratie et la santé, il faut que justement tout le monde soit autour de la table. Puisque ça va aussi à l'Assemblée nationale, qui sont les mandataires du peuple. Exactement. Ou est-ce que l'Assemblée nationale aussi, il y a un travail de... Et c'est là où on revient sur la question de la force du contrôle parlementaire sur le budget, les budgets. On l'a vu tout de suite avec la LFR, la loi de finances rectificative, que l'Assemblée a voté après que 90% des dispositions contenues dans la LFR soient déjà exécutées. Alors ça veut dire qu'il y a carrément une faiblesse, c'est-à-dire que ça vient matérialiser une faiblesse totale donc, du contrôle parlementaire. Ça veut dire que le Parlement n'intervient que pour matérialiser, ou pour entériner des décisions qui sont déjà prises. Et ça vient encore de nous dire combien
l'exécutif est prédominant sur donc, les questions budgétaires. Merci Herman Toigno. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du CIRAFP, le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques. Et puis Youssouf Ouattara, directeur exécutif du CIFWEB, qui est le Centre d'information et de formation et d'études sur le budget. Je rappelle que vous êtes de la société civile et vous veillez sur la gestion de la finance publique. C'est cela. Merci à vous d'être passés sur ce plateau pour nous entretenir sur le budget électoral. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce forum de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.